OK, merci beaucoup Eric. Tout d'abord, merci de me donner la parole, même si c'est pas un sujet facile et c'est, comme tu l'as dit, un sujet totalement novateur. À titre personnel, là, j'interviens plus comme président du cabinet d'expertise que je représente, qui porte mon homonyme. Mais j'ai également aussi un double regard puisque, étant président d'une société asset management, on est appelé à gérer des immeubles de logement à terme et à les concevoir avec les promoteurs. Donc, le double regard du propriétaire et de l'expert est intéressant. L'expert, il est là pour constater ce qu'il voit, pour apprendre, pour faire un état de l'art. C'est un peu le sujet de ce matin. L'asset manager ou le propriétaire ou les représentants des propriétaires, ils sont là plus pour opérer et éventuellement donner de nouvelles lignes directrices. Donc ce matin, comme je l'ai dit en introduction, on défriche. Donc je n'ai pas à vous présenter aujourd'hui de résultats chiffrés, mais je voulais évoquer avec vous une méthodologie de travail, puisque comme Eric l'a dit, d'une part, on réfléchit avec l'association Circolab à essayer de démontrer, si c'est vrai, qu'il y a bien des éléments de survalorisation sur des immeubles qui ont été conçus de façon vertueuse, que ça soit des immeubles bas carbone. Hier, j'étais à un webinar du hub des prescripteurs bas carbone. C'est assez exemplaire dans la façon de réfléchir. Je pense que tout ça est lié. Et puis, d'autre part, sur le caractère recyclable des matériaux utilisés pour les immeubles que nous concevons aujourd'hui, que nous concevons demain, ou les immeubles que nous réhabilitons aujourd'hui, bien évidemment. Euh, j'ai pris bonne note sur la slide d'avant qu'on vient de voir avec Eric, que les ingénieurs et les hommes de l'art du recyclage sont capables aujourd'hui, à travers des passeports circulaires de matériaux, de chiffrer, on va dire, une espèce d'économie de déconstruction ou de remploi des matériaux au sein de l'immeuble. On a aussi vu dans la slide, dans les premières slides, qu'il y a des matériaux au sein des immeubles qui, qui ont une durée de vie plus ou moins longue. L'ossature, on parle de 30 ans, j'ai peut-être même 50 ans dans la tête. En revanche, effectivement, tout ce qui est mobilier, décoration, système technique, cloison et menuiserie et revêtement, tout ceci tourne à peu près entre 5 à 10 ans. On sait qu'une entreprise a une durée de vie en moyenne de 6 ans dans un immeuble de bureau en Ile-de-France. Donc, il y a des matériaux à l'intérieur qui sont à recycler, à transformer, à changer et à récupérer éventuellement, si on a une vision vertueuse de ce qu'on a employé au départ. Si je reviens à la méthodologie, comment on peut essayer, en tous les cas par construction intellectuelle, de démontrer qu'on va pouvoir créer un peu de valeur? Sur le plan méthodologique, en tant qu'expert immobilier, il y a une méthode qui est très simple et qui est finalement un formidable outil de scénario, c'est la méthode des cash flows. Puisque, toutes choses égales par ailleurs, quelles que soient les hypothèses de projection que l'on fasse sur les loyers, sur les événements et sur un certain nombre de choses et des travaux de reconstruction, un immeuble construit de façon standard, on a une certaine lecture prévisionnelle. C'est à peu près le reflet de ce que font chaque investisseur quand il se pose la question d'investir dans un immeuble. Et à ce stade, la façon dont les cash flows sont montés, on connaît bien les mécanismes et on arrive, en actualisant tous ces flux futurs, à une valeur 1. Si on fait ce raisonnement, et c'est pour ça que Eric évoquait tout à l'heure le campus de Deloitte, qui est aujourd'hui construit par Nexity du côté de Marne-la-Vallée, ce campus a été conçu, et ce depuis l'origine, de façon optimale en matière de matériaux recyclables. Et alors, c'est pas moi qui vais l'inventer, ce sont les ingénieurs ou des gens comme Upcycler qui sont capables de nous dire, à nous experts, voici la valeur résiduelle de chacun des lots qui ont servi à la construction des bâtiments. Par la méthode des cash flows, si je peux démontrer que tous les 10 ans, soit il faut déconstruire, ça coûte 100, mais que j'ai une économie parce que je peux remployer, je peux revendre, je peux réutiliser tel ou tel matériau et que ce 100, il devient 90, toutes choses égales par ailleurs, sur cet événement dans le cash flow à 10 ans,
j'ai évidemment une moins-value financière de travaux, donc une plus-value vraisemblablement, on va voir pour le propriétaire ou pour le locataire, ce sera la question d'après, mais il y a enfin, une optimisation financière que l'on peut quantifier, que l'on peut calibrer de façon raisonnée. Nous, en tant qu'experts, et sur le plan méthodique, on va donc s'appuyer sur ce que nous disent les ingénieurs, ce que nous disent ces filières de recyclage, ce que nous disent les fabricants dans leur capacité à racheter les matières premières ou certains composants des matériaux utilisés dans cet immeuble dit vertueux. Et on aura donc un cash flow théorique dans un premier cas où si l'immeuble avait été fait de façon traditionnelle, et on aura ces mêmes prévisions théoriques de flux financiers, mais avec les optimisations posées à chaque événement dans la vie de l'immeuble sur les 30 ans à venir, et en actualisant au même taux, on obtiendra un différentiel de valeur. Donc voilà, en tous les cas, par construction intellectuelle, ce que l'on essaye de mettre en place. Malheureusement, là, les 6 qui vont se transformer en 8 semaines d'arrêt, si on a eu le feu vert de loi à intervenir, enfin le feu vert de principe, à pouvoir intervenir sur leur immeuble, pour tenter ce raisonnement, la mise en œuvre n'est pas encore possible. Donc là, sous forme de clin d'œil, j'espère pouvoir en faire bénéficier, bien sûr, Circolab des premières conclusions, j'espère, d'ici l'été ou fin d'été. On sera peut-être en mesure en septembre de pouvoir structurer une communication. Et puis, il y a aussi une autre thématique qui est abordée dans les assises de l'expertise immobilière qui auront lieu le 28 septembre. Et là encore, il y a une table ronde sur ces aspects. Gageons que la science avance un tout petit peu et qu'on puisse quantifier, ou en tous les cas qu'on puisse proposer un raisonnement comme je viens de vous le faire, mais avec des chiffres sur cet immeuble qui se trouve en Île-de-France. Le deuxième exemple, également, alors là c'est par l'intermédiaire du groupe de travail sur la survaleur dans Circolab, auquel on va pouvoir avoir accès. C'est un immeuble qui est en Belgique. Là aussi, Éric le disait, le Benelux est un peu en avance. Un immeuble en Belgique qui fait 110 000 mètres carrés et qui fait l'objet d'une restructuration très lourde, puisque c'était et tout d'abord une déconstruction très lourde, puisqu'il y a 12 bâtiments. Donc c'est un espèce de, j'imagine que c'est un campus, on ne l'a pas encore vu, 110 000 mètres carrés qui ont été déconstruits. Et ils ont pris le parti, alors là on est vraiment sur de l'effectif, hein, c'est quelque chose qui est maintenant terminé, déconstruit. Il va être reconstruit, restructuré, mais pour la phase de déconstruction a eu lieu. Et on va donc avoir accès au tonnage de déchets réellement produits, au tonnage de déchets qui ont pu être triés, au surcoût d'une part de l'inventaire par bâtiment de la sélection des matériaux qui étaient recyclables ou qui ne l'étaient pas, au surcoût du tri et de l'entreprise qui a fait ce qu'on appelle une dépose sélective, c'est-à-dire que je ne jette pas la cloison de façon brutale, mais au contraire, je la déconstruis, les isolants, les panneaux, la structure en fer ou que sais-je encore, ou en panneau de bois. Tout ceci a un surcoût. Et les capacités à revendre les matériaux déposés et triés a créé une valeur et des masses, à la fois en tonnage et en montant, qui sont assez spectaculaires. Donc, c'est une deuxième façon de qualifier et en tous les cas de donner de la consistance tout de suite, immédiatement à nos immeubles en place aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas de passeport circulaire par matériaux, puisqu'ils ont été construits, on va dire, depuis les années 70 ou 60 jusqu'à aujourd'hui, que ces nouveaux identifiants n'existaient pas, mais que pour autant, un audit sur des bâtiments existants peut démontrer qu'il y a des matériaux recyclables, que ça pèse X%, 15, 20, 25% du tonnage à déconstruire, et ensuite, là-dessus, on peut en optimiser tel ou tel montant. Donc voilà sur le plan méthodologique. Alors il y aura peut-être d'autres idées qui viendront à l'intérieur du groupe de travail. Peut-être que dans nos échanges, vous nous en suggérerez d'autres. Mais en tous les cas, voilà les deux cas concrets qui aboutiront à des choses chiffrées. On va dire que l'expert immobilier se portera garant de la méthodologie, les ingénieurs du recyclage se porteront garant des quantités et du chiffrage technique évidemment de chacun des matériaux.
Voilà un peu ce que je voulais dire en termes d'introduction et surtout de méthodologie de travail à venir pour essayer de quantifier ces nouveaux enjeux, hein. Il y a un an, j'étais absolument pas, je vais le dire très honnêtement, j'étais pas du tout, impliqué dans ces démarches et même, responsabilisé sur ces sujets. Mais si notre profession doit avancer, si notre façon de faire les immeubles doit avancer, il faut aussi que les gens qui ont l'autorité pour venir sanctionner positivement ou négativement la valeur de quelque chose, s'y impliquent évidemment. Heu, il y a une question que Eric, en travaillant ce webinaire, m'a posée. À votre avis, à qui bénéficiera, si on arrive à bien démontrer qu'il y a une survaleur, à qui bénéficiera cette survalorisation? Alors là, c'est un peu la bouteille à l'encre. On peut évidemment avoir 2 raisonnements et certainement que la vérité sera entre les 2. Soit le bailleur, toutes choses égales par ailleurs, en fait bénéficier immédiatement son locataire et ça a une incidence et ça permet au locataire de louer un petit peu moins cher les mètres carrés de cet immeuble rénové. Je vous l'accorde, c'est peut-être une vision un peu utopique dans la relation bailleur-preneur. Si le bailleur fait des efforts à concevoir ces bâtiments de façon circulaire et propre, peut-être bas carbone, c'est sûr que c'est aussi pour bénéficier d'un avantage financier. Donc je ne conçois pas que ça puisse revenir à 100% vers le locataire. Euh, à l'inverse, toujours dans un rapport bailleur-preneur, vous avez vu que le mobilier et la décoration, ce qu'annoncent les slides de départ, tourne sur 30 ans. Alors, c'est peut-être un peu incisif, mais à peu près 8 fois sur 30 ans. C'est-à-dire que tous les 4-5 ans, mettons 6 ans peut-être raisonnablement, tous les 6 ans, un peu comme une chambre d'hôtel, les mobiliers tournent. Et tous les 10 ans, les cloisons, les moquettes tournent. Peut-être à l'instar du bail vert qu'on avait initié en 2015-2016 dans l'univers des centres commerciaux pour limiter ou en tous les cas partager l'information sur la consommation des lieux privés. Peut-être que dans une négociation entre locataires et bailleurs, quand il va s'agir d'avoir des plans d'aménagement, de savoir qui paye quoi et ainsi de suite, peut-être que l'on peut imaginer que s'il y a un instant T, une cloison ou une moquette plus qualitative, qui a des caractères de recyclabilité à terme, qu'elle soit payée par le preneur ou par le locataire, si c'est le locataire qui prend l'initiative, il peut éventuellement le mettre sur la table d'une négociation face à son bailleur. Voilà. Mes tables, mes tables en bois, mes tables en aluminium, enfin mes bureaux, mes salles de réunion, mes fauteuils seront peut-être à terme démontables et ainsi de suite. J'ai pas vocation à le conserver ad vitam aeternam. Par acquisition, vous en serez propriétaire. Comment négocions-nous une petite valeur de sortie ou une réduction de loyer ou que sais-je encore? Là, je pense que les hommes de l'art inventeront quelque chose. Nous, on est là que simplement pour constater ce qui se passe. Mais en tous les cas, si on arrive à bien quantifier cette survaleur ou cette création de valeur, eh bien, j'imagine que les conseils des 2 parties pourront se l'approprier pour ensuite le mettre sur la table et voir comment on se répartit cette survaleur. La dernière idée peut-être que je voulais également partager avec vous, qui est une idée un tout petit peu plus large si on quitte uniquement l'univers financier, même si on sait combien il drive nos décisions. Euh, Historiquement, et là je parle vraiment de mon expérience, un actif, qu'est-ce que c'était qu'un immeuble? C'était d'abord un actif d'investissement avec une espérance de rendement en capital. Un actif de rendement, c'était un actif de rendement avec une espérance locative. Donc on essayait de tirer le meilleur rendement de l'investissement de départ. C'était éventuellement un actif d'usage, la vision du locataire. Tiens, en fait, est-ce que ce que je construis, quelqu'un en aura l'usage, correspondra à un usage, à une demande et à un marché? Donc, c'était sous ces 3 regards qu'un immeuble était regardez, est-ce que j'ai fait un immeuble au bon prix? Est-ce que j'en percevrai des fruits intéressants? Et est-ce que mon locataire en aura un usage pertinent? Eh ben, j'ai envie de mettre sur la table aujourd'hui un éclairage
qui m'a été apporté d'ailleurs de mes confrontations et de mes échanges avec et Groupama, en l'occurrence Laetitia Georges. Il faut voir l'immeuble comme aussi un actif de ressources. Parce que même si un immeuble ancien est devant nos yeux, la capacité à pouvoir à produire du recyclage de matières premières est un élément qui, au-delà de l'aspect financier, je pense, nous responsabilise tous, parce que je pense qu'on est tous d'accord, à l'échéance de 2050, qu'on aura vraiment épuisé tout ce qu'on pouvait tirer de notre bonne vieille terre en termes de matières premières. Et que si cette matière première devient de plus en plus chère, si elle devient de plus en plus rare, si elle devient de plus en plus lointaine pour être amenée jusqu'à nos chantiers ou sur les localisations sur lesquelles la métropole doit produire de l'immobilier, on a peut-être sous les yeux cette matière première une fois qu'on en a pris soin. Alors ça veut dire en prendre soin pour l'identifier, ça veut dire en prendre soin pour la monter de façon correcte, pour ensuite la rendre démontable. Et on peut pas, tout le monde est concerné par cette. Il n'y a pas que les maîtres d'ouvrage. Si les compagnons montent mal un matériau, j'en sais rien, une façade qui avait certaines caractéristiques de démontabilité et qu'il s'avère qu'ils le scellent dans le béton, on aura tout faux. En revanche, si elle cette façade qui peut être recyclée et démontable et qu'on la rénove 20 ans plus tard, eh bien, je pense que notre industrie aura de façon collective fait jouer sa responsabilité et contribuera à faire de l'immobilier un peu autrement. Je pense que c'est une obligation, en tous les cas c'est ce que cette période de pandémie nous oblige à poser comme réflexion. Voilà, c'est une piste. J'écoutais hier je vous l'ai dit tout à l'heure, le hub de prescripteurs des immeubles bas carbone. Là aussi, ça m'a interpellé. Être capable de faire des immeubles qui consomment le moins possible de cette matière première me semble pertinent. J'ai relevé quelques exemples et je suis assez optimiste d'abord de nature, mais là en particulier, on voit que la prise de conscience de certains faiseurs dans l'immobilier, je vais parler d'Altarec Gidim qui a pris 50% dans Oudéum pour essayer de produire des immeubles de logement à Ossaturbois. Je vais parler de Covivio, Jessina qui émettent des green bonds maintenant sur le plan financier. Sogeprom nous témoignait hier qu'ils faisaient leur premier immeuble de logement à Lyon, dont la norme, dont le label, alors c'est très technique, E3C2 va être atteint, c'est-à-dire à la fois en termes d'énergie consommée et de carbone consommé pour la construction de ce nouvel immeuble de logement est particulièrement performant. Voilà, tout ça me rend très optimiste. Pour conclure sur le rôle de l'expert immobilier, à nous d'essayer de trouver la bonne méthode pour quantifier et sensibiliser le plus grand nombre à cette valeur pour l'instant inerte dans les bâtiments existants. Voilà mon premier propos. Merci beaucoup, Albert.